Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va inaugurer toute une série de petites vidéos que je vais vous partager les prochains jours sur la thématique des troubles du comportement alimentaire et je vous invite à regarder ces vidéos si vous vous sentez concerné par ce sujet. Cette première vidéo, elle est destinée en toute humilité à répondre à la question: pourquoi les troubles du comportement alimentaire? Pourquoi l'hyperphagie? Pourquoi la boulimie vomitive ou non? Pourquoi les grignotages nocturnes, l'hyperphagie nocturne? Pourquoi les compulsions alimentaires? Pourquoi cette addiction à l'alimentation que vous ressentez? Pourquoi cette obsession pour l'alimentation qui souvent se mêle à une obsession corporelle pour la vision que vous projetez sur vous de votre corps ou que vous projetez de l'autre sur votre corps? Alors pourquoi? Avec toute humilité encore, je vais essayer de donner des éléments de réponse à ces questions aujourd'hui et ça viendra introduire un propos plus large que je vous partagerai les prochains jours. Alors, mon premier élément de réponse, c'est que bien souvent, pour la majorité des personnes qui sont concernées par les troubles du comportement alimentaire, notamment, je suis plutôt sur le volet hyperphagie et boulimie plutôt que sur l'anorexie, ces personnes, pour la majorité d'entre elles, sont concernées par l'appellation hypersensible. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de mots à la mode qui parlent de cette hypersensibilité. On va parler des zèbres, des hauts potentiels émotionnels, hauts potentiels intellectuels. Sachez qu'un potentiel intellectuel peut ne pas être hypersensible et qu'un hypersensible n'est pas forcément un haut potentiel intellectuel. Donc tout ça, ça se discute. Si vous vous intéressez à ces sujets, vous verrez beaucoup de personnes qui en parlent. Donc je vous invite à voyager dans tous ces discours, à travers tous ces discours. Mon propos aujourd'hui, je vais le résumer juste à l'hypersensibilité. Ensuite, on y met les étiquettes qu'on veut y ajouter. Les personnes hypersensibles vont être concernées bien souvent par les troubles du comportement alimentaire. Toutes les personnes hypersensibles ne sont pas concernées, mais la majorité des personnes qui vivent des troubles du comportement alimentaire ont cette hypersensibilité. Alors, si d'ores et déjà, vous ne vous reconnaissez pas sous cette étiquette ou cette appellation hypersensible, je vous invite quand même à aller un peu plus en avant dans cette vidéo pour pouvoir peut-être saisir des éléments qui soit clairement vous affirment que non, 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 ça c'est pas moi, ou ah ouais, finalement peut-être que quand même je porte un peu ces caractéristiques. Parce que l'hypersensibilité, on le verra tout à l'heure, elle a aussi son pendant. Une manière d'être hypersensible, c'est aussi d'être très fort et hyper indépendant. On en reparlera. Pour ma part, en tout cas, dans mes accompagnements, toutes les personnes, pour le moment, qui viennent à moi, en tout cas qui passent le pas de cet accompagnement sur plusieurs mois, sont concernées par l'hypersensibilité. Soit qu'elles le disent, soit que vraiment, moi, je le ressens, je le pressens. Alors, première étape, on va déjà définir ce qu'est l'hypersensibilité, si tant est qu'il puisse y avoir une définition claire et précise, puisque ce sont souvent des définitions un peu mouvantes, il n'y a pas de dogme là-dessus, il n'y a pas de définition scientifique établie. À vous surtout de sentir comment ça résonne, comment vous la définissez pour vous-même. Je vais vous donner malgré tout des pistes. Cette hypersensibilité, on parle d'une sensibilité très forte, bien souvent plus forte que la moyenne des gens. Est-ce que c'est une hypersensibilité innée ou acquise? Là encore, c'est tout un débat. Finalement, ce n'est pas le plus important, mais on peut quand même en dire deux mots. Soit la personne arrive sur Terre avec cette caractéristique, ce tempérament. L'hypersensibilité, c'est un tempérament, c'est une construction psychique particulière qui est une donne constitutive, quelque part, de la personnalité, et au-delà de la personnalité, du psychisme en lui-même. Soit la personne arriverait avec cette caractéristique-là, et quelque part, tous les événements, tout ce qui se passe autour d'elle et en elle devient potentiellement source d'inconfort et encore plus fort de traumatisme potentiel. Soit on peut prendre la chose à l'inverse, la personne arrive sur Terre et en fonction de son environnement et de ce qu'elle va vivre bien souvent dans la plus petite enfance, on pourrait aussi parler de l'intra-utérin, petite enfance, la personne, quelque part, ne va pas trouver les ressources autour d'elle, l'enfant, ne va pas trouver les ressources autour d'elle suffisamment sécures, et au niveau affectif aussi, physique et affectivement, qui répondent à ses besoins profonds.
Se crée alors une défaillance à l'intérieur et la construction psychique va se faire sur cette insécurité profonde qui va pouvoir créer l'hypersensibilité dont on verra les conséquences ensuite. Donc, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Bien souvent, c'est un entremêlage des deux. Puis bon, on dira qu'il y a toujours une part de mystère dans tout ça et surtout dans la psyché humaine qui nous échappe. Donc finalement, peu importe. L'important, c'est de savoir quand même qu'il y a cette hypersensibilité, cette sensibilité, pardon, très forte à ce qui peut être vécu autour de soi et en soi. Alors, je vais reprendre maintenant je prends des notes là. Enfin, je reprends mes notes pour vous exprimer tout ça. Les propos du docteur Arogne, mais il y a beaucoup de médecins, et pas que des médecins, de psychologues qui ont travaillé sur le sujet. Moi, je vais retenir 4 caractéristiques principales de la personne hypersensible. À vous de voir si vous vous y retrouvez. La première, c'est un traitement plus profond de l'information. Ça veut dire que la personne va avoir besoin de plus de temps quelque part pour passer à l'action ou pour prendre une décision. Plus de temps déjà de discernement, plus de temps aussi de digestion. Deuxième chose, la personne hypersensible va avoir tendance à avoir des sens très développés et des réactions plus intenses aux informations sensorielles. Donc ça va créer aussi beaucoup plus de fatigue au quotidien et surtout un besoin accru de se retrouver dans une certaine solitude régulièrement pour quelque part pouvoir digérer tout ce qui s'est passé pendant la journée, par exemple, c'est ce qui peut arriver le soir, pour les personnes qui ont des troubles alimentaires le soir en rentrant, ça peut être en relation avec ça, c'est-à-dire un besoin de s'isoler, un besoin de décompresser, conscient ou inconscient. On a notre armure parfois qui est super efficace, super au point, et on a l'impression que dans notre journée ça va, on la gère, on la mène, tout va bien. Mais bizarrement le soir il y a ce relâchement, ce besoin de décompresser, comme de digérer toutes ces perceptions et sensitives et intérieures, émotionnelles. Troisième point, une réactivité émotionnelle importante et une grande empathie. Ça, qu'est-ce que ça amène? Des difficultés à gérer les émotions qui viennent submerger, un peu comme une vague, qui peuvent amener des pleurs, de l'anxiété, du stress. Une difficulté aussi parce qu'on va vivre tout de manière très intense. Donc là encore, ça renvoie à la fatigue qui peut en découler. Une sensibilité également très forte au regard de l'autre, à la perception qu'on imagine que l'autre va avoir de nous. Donc une sensibilité très forte à ça. Également une grande sensibilité aux autres, à leurs émotions et à leur ressenti. Donc, une difficulté aussi parfois à discerner, à percevoir la limite entre qu'est-ce que je ressens moi, qu'est-ce que je vis moi, et qu'est-ce que vit et ressent l'autre. Ça amène deux choses. Soit je suis complètement éponge et je me laisse embarquer quelque part dans l'univers émotionnel de l'autre, soit c'est moi qui projette en l'autre ma propre sensibilité. Ça, qu'est-ce que ça va amener? C'est cette hyper-empathie qui fait qu'on va être hyper attentif, hyper attentionné, qu'on va douter beaucoup, qu'on ne va pas oser, qu'on ne va pas savoir dire non, etc. Qu'est-ce que ça amène d'autre, cette hyper-réactivité émotionnelle? Également, évidemment, une sensibilité peut-être plus forte que d'autres à tout ce qui se passe dans le monde, et ça peut être parfois très lourd à porter sur ses épaules et c'est parfaitement honorable et d'ailleurs même beau et légitime de cette conscience accrue quelque part et des injustices, des inégalités, de l'horreur des guerres, de la conscience que à l'autre bout de la planète il se passe telle ou telle chose, de l'écologie, etc. Donc une conscience, j'ai envie de dire, élargie et une émotionnalité aussi très vaste. Le quatrième point caractéristique des hypersensibles, c'est la sensibilité aux stimuli subtils de l'environnement. C'est là où on en revient au sensoriel, c'est-à-dire que tout va être très présent, autant les stimuli auditifs, visuels, olfactifs, le toucher, donc ça peut être aussi au niveau du corps et des vêtements qu'on va avoir du mal à supporter, certains la matière, les élastiques, etc. Donc il y a une hypersensibilité sensitive et une hypersensibilité visuelle, mais parfois très subtile. C'est-à-dire que je peux voir en l'autre quelque chose qui ne transparaît même presque pas. Alors ça peut être parfois un mouvement d'œil, un mouvement de bouche, un sourire,
quelque chose qui fait que, waouh, je suis capable de percevoir le monde intérieur de l'autre. Parfois, ça ne se voit même pas, c'est quelque chose qui se dégage. Vous êtes capable de sentir ce qui se joue pour l'autre. Voilà. D'où parfois cette problématique à discerner qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui n'est pas vrai, de qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient vraiment de l'autre. Donc cette définition, elle est déjà très brève, non exhaustive évidemment, non officielle. Pour autant, voilà, elle a été réfléchie et mûrie par différentes personnes et professionnels. Ça pose évidemment la question de la norme, hein, mais bon, tout ça, on pourrait y revenir. Je dirais que soit vous avez, dans ce que je viens de définir, ressenti que ça parle de vous, mais ce qui est le plus important, c'est surtout de sentir, peu importe ce que moi je vous dis là, est-ce que vous vous sentez hyper concerné finalement par ce qui se passe, hyper vulnérable hein, à ce qui se joue et en vous, dans vos émotions et autour de vous. C'est vous qui aurez le dernier mot quelque part sur la définition que vous pourrez avoir de vous-même. Alors, est-ce que vous êtes hypersensible ou est-ce que vous direz que vous êtes seulement un peu sensible ou sensible à tel endroit mais pas à l'autre? Peu importe. Voilà, si vous avez des troubles de comportement alimentaire et qu'il y a certains éléments dont je viens de parler où vous vous sentez concerné, il y a peut-être que quelque chose à creuser. Voilà, donc qu'est-ce que ça va amener cette hypersensibilité? Je vais en parler tout de suite. Donc peu importe encore une fois si elle est innée ou acquise, en tout cas l'enfant hypersensible qui naît, alors que ça soit acquis ou inné, peu importe, le petit enfant est émotion pure. C'est très difficile, même pour un adulte hypersensible, de réaliser à quel point l'enfant n'est que pure émotion. Et évidemment, plus il est jeune, plus c'est vrai, plus il est petit, moins il a le langage, plus c'est vrai. Donc c'est difficile à percevoir que le jeune enfant qui n'a pas le langage, qui n'a pas l'interface du logos quelque part ou du mental pour mettre distance, pour mettre des distances avec l'émotion, pour tamponner quelque part les émotions, pour ne pas prendre de plein fouet ces vagues émotionnelles qui peuvent l'envahir, eh bien l'enfant peut se sentir très rapidement et très, en fonction de sa sensibilité évidemment, en danger de mort et en besoin de survie, en logique donc de survie, pour combattre ce danger de mort et cette insécurité suprême qu'il peut ressentir. C'est au-delà des mots, ce sont juste des sensations émotionnelles mais corporelles. C'est pour ça que ce vécu de l'enfance, évidemment, a une empreinte dans le corps, évidemment, a une empreinte dans notre construction neuronale également. Hein. Donc tout ça va garder une empreinte et donc une emprise sur vous, parce que c'est là, engrammé bien en profondeur. L'enfant, quelque part, il ne peut pas survivre, il a l'impression qu'il ne peut pas survivre au réel. Donc il y a comme un danger de mort symbolique ou réel, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Pour se défendre, l'enfant, inconsciemment, hein, va, pour survivre, se couper de ses émotions, ou en tout cas se couper d'une partie de lui-même, parce qu'être en lien avec lui, être en lien avec sa vérité, c'est se mettre en danger de mort, c'est risquer de mourir, clairement. Donc je me coupe d'une partie de moi, pour quelque part déjà correspondre à ce qu'on attend de moi, me couper de ce qui est trop douloureux, mais aussi si je réponds aux attentes du monde extérieur, que ce soit mes parents, la famille, ensuite l'école, ensuite la société, le travail, eh bien peut-être que je vais avoir de la reconnaissance et peut-être que je vais avoir de l'amour. Hein. Donc il y a un besoin d'appartenance très fort chez l'humain et on se coupe de soi aussi pour appartenir. Que dire de plus ? Le fait qu'il y ait cette coupure d'avec soi, qui est une stratégie de survie, encore une fois, va couper ce que j'appelle le moi essentiel, c'est-à-dire votre moi indivisible, profond, réel, le moi supérieur, chacun aura ses mots, couper ce moi qui est au-delà de l'espace et du temps, qui renferme en lui quelque part l'unité de votre être et votre comment dire, votre objectif de vie en soi, votre raison d'être en fait. Voilà, c'est renfermé là dans ce moi essentiel. Je le visualise dans le ventre, mais en fait voilà, il est au plus profond de vous-même. Et ce que je vais appeler le moi existentiel. Le moi existentiel, c'est celui qui relationne, qui a des amis, qui travaille. C'est tout ce qu'on fait à la surface de notre vie. Hein. C'est comme si c'était la surface de l'océan. Et puis au plus profond, il y a ce moi essentiel. Quand la personne s'est construite de manière sécure, eh bien le moi existentiel, il va être relié au moi essentiel et on a comme une impression de fluidité. C'est-à-dire que le moi existentiel, il va vivre
en fonction du moi essentiel. Quelque part, il va honorer les demandes du moi essentiel. Puis le moi essentiel, il va venir nourrir le moi existentiel. Donc le moi existentiel va faire ses choix en fonction de ça. Chez la personne qui est coupée d'une partie d'elle-même, eh bien le moi existentiel va vivre un peu hors sol, c'est-à-dire coupé de ses racines, coupé de sa raison d'être pure, coupé de son identité profonde. Donc c'est très fragile. On est sur quelque chose qui est comme un château de cartes, qui peut s'effondrer au moindre ouragan et à la moindre tempête, parce qu'il n'y a pas de lien avec les racines. Donc moi souvent je donne l'image d'une autoroute en fait entre les deux qui est coupée. Coupée, ça veut dire qu'on peut visualiser presque un abîme, il y a comme un vide. Il y a cette route entre les deux moi, mon moi profond et mon moi existentiel, puis au milieu il y a une crevasse, il y a un abîme. D'où cette sensation de vide et cette sensation d'être assis à côté de son fauteuil en fait, ou de passer à côté de sa vie, ou de ne pas vivre vraiment soi, ou de se regarder vivre, d'être comme dans un film où on s'observe. Parce qu'il y a ce vide, il y a cette coupure d'une partie de soi. Donc c'est pas si faux qu'on n'est pas soi-même, ou qu'on n'est pas totalement assis sur la bonne chaise. Il y a quelque chose de très réel. Ce vide, il peut avoir besoin d'être comblé, d'être rassuré, d'où le remplissage et les crises alimentaires, qui vient comme artificiellement reconstruire des racines. D'une autre manière, cette hypersensibilité, elle nous amène à nous sentir, même inconsciemment, parce que même si on s'est donné un masque, qu'on a trouvé notre armure, notre faux self, notre personnalité d'emprunt, pour correspondre à ce qu'on attend de nous et puis pour nous protéger nous-mêmes, et bien en fait ce monde intérieur, lui, il vit toujours, il est toujours là. Donc inconsciemment, même si on ne le sent pas, il y a des vagues qui régulièrement nous emportent, nous perturbent en fait au niveau émotionnel. Et ça peut être très confrontant et on va avoir besoin d'avoir des sas, des bulles, des sas de récupération. Solitude, enfermement, canapé et manger, quelque part pour récupérer, pour se réconforter, pour apaiser toutes ces tensions qui sont arrivées. Il faut absolument relâcher pleinement. Et la nourriture, elle a le pouvoir de faire ça, c'est-à-dire d'apaiser, de changer aussi au niveau hormonal. On va passer du stress, notamment avec la sérotonine, à l'apaisement, à la relaxation. Donc c'est aussi très physiologique. Un corps tendu a besoin de se détendre. Tout ce qui va favoriser la sérotonine, par exemple, va favoriser la détente. Donc l'alimentation vient permettre ça, le cocoon. Même si dans un second temps, ça amène encore une fois du stress, de la culpabilité, de la mésestime de soi, de la perte de confiance, du jugement, et j'en passe. Donc voici, je m'arrête pour cette première vidéo qui répondait ou donnait des éléments de réponse en tout cas à pourquoi je vis ça. Je vous invite à suivre cette chaîne YouTube, en tout cas dans les prochains jours, parce que je vais remettre d'autres vidéos qui vont alimenter le propos. Cette chaîne YouTube, pardon, elle ne fonctionne pas. Je l'ai ouverte il y a 1 an, je crois, ou 2. Elle fonctionne très peu. Je suis très peu sur les réseaux sociaux. C'est difficile pour moi de prendre du temps pour ça. Là, je le fais parce que j'ai de l'inspiration et que j'ai envie de partager des choses. Donc, vous verrez, c'est pas très vivant pour le moment, mais je vous invite quand même à vous abonner pour suivre ces vidéos si ça vous intéresse. J'en appelle aussi à vous, si ça vous intéresse, à regarder une vidéo qui est déjà présente sur cette chaîne YouTube, qui s'appelle « Se libérer des compulsions alimentaires sans être dans le combat avec soi-même », je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une vieille vidéo que j'ai faite il y a longtemps. Je ne suis pas très fière de la forme de la vidéo, mais le contenu, pour le coup, est encore très cohérent avec ce que je souhaite partager. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et puis voilà, je vais clôturer là. Avec plaisir de vous rencontrer dans vos commentaires et je vous souhaite une très belle journée.